Bon, donc, je m'appelle David, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis le créateur de la chaîne Science Étonnante, et je vais vous parler aujourd'hui un peu du Big Bang. Et on va se demander si le Big Bang a vraiment eu lieu. On va commencer tranquille. Est-ce que vous reconnaissez ça? Ouais. Ouais, c'est ça, je l'ai entendu, c'est la grande ours. Grande ours que chez les Écossais, on appelle parfois la cornemuse. Ça, c'est fait. Donc la grande ours que tout le monde connaît et qu'on peut reconnaître vraiment très facilement puisque c'est des étoiles très brillantes et qu'on les voit à peu près à toutes les saisons. Les étoiles qui forment cette espèce de casserole là, elles sont à quelques dizaines d'années-lumière de nous. Alors elles sont pas toutes à la même distance, hein, elles sont sur plusieurs plans, mais en gros voilà, quelques dizaines d'années-lumière. Alors quelques dizaines d'années-lumière, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est beaucoup parce que si on s'amuse à mettre ça en kilomètres, ça fait quelque chose dans le million de milliards de kilomètres. Donc pour y aller, ça fait quand même un peu long. Mais c'est pas tant que ça quand on pense que l'étoile la plus proche de nous, qui est Proxima du Centaure, elle est à 4 années-lumière. Donc voilà, quelques dizaines d'années-lumière, 4 années-lumière, on est quand même à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Et en fait, il faut savoir que si vous sortez ce soir et que vous regardez le ciel étoilé, même dans un endroit avec un peu moins de pollution lumineuse qu'ici, toutes les étoiles que vous pouvez voir, elles sont à quelques dizaines d'années-lumière, en gros. Quelques centaines, grand maximum. Alors, dans le ciel étoilé, il n'y a pas que des étoiles, il y a aussi un certain nombre de taches un peu laiteuses, un peu diffuses. Alors ça, c'est une photo que j'ai prise l'été dernier, j'ai juste mis mon appareil photo en pose longue, et si vous vous amusez à prendre une paire de jumelles, vous pouvez assez facilement distinguer des taches laiteuses, comme une qu'on voit au centre de la photo, là, alors je vais vous zoomer pour que ce soit plus clair. Voilà, elle est là. Et ces taches laiteuses, en fait, pendant très longtemps, on n'a pas su vraiment ce que c'était. Et paradoxalement, il a fallu attendre le début du XXe siècle pour qu'on comprenne vraiment ce que c'était que ces objets. Et le mystère, il a notamment été résolu par un astronome américain qui s'appelle Edwin Hubble, dont vous connaissez forcément le nom, puisqu'il a laissé son nom ensuite au télescope spatial. Donc ça date de 1920, donc lui, il n'avait pas un télescope spatial. Et Hubble, il a pointé son télescope donc sur cette tache laiteuse que vous voyez là, et il a fait un truc incroyable. Il a réussi à mesurer à quelle distance se trouve cette petite tache qu'on voit là. Et il a trouvé un résultat de dingue. Il a trouvé que cette tache, elle était à 2 millions d'années-lumière. Je vous ai dit, hein, sur une photo comme ça, toutes les étoiles qu'on voit, elles sont à quelques dizaines d'années-lumière. Et la tache laiteuse, elle est à 2 millions d'années-lumière. En fait, ce que Hubble a découvert là, c'est qu'il a vraiment découvert le concept de galaxie. C'est-à-dire, il existe des mondes comme le nôtre qui se situent à des distances faramineuses. Et c'est assez contre-intuitif parce qu'on ne s'imagine pas que le concept de galaxie, il date d'il y a moins de 100 ans. Ça, c'était les années 1900. Et en fait, ce qu'il y a d'incroyable dans cette découverte, c'est que on passe d'une situation où on voit des étoiles qui sont à quelques dizaines d'années-lumière à la compréhension qu'il y a un truc là qui est à 2 millions d'années-lumière. C'est-à-dire qu'il y a à peu près un facteur 100 000 entre les deux. Donc d'un seul coup, le monde connu augmente d'un facteur 100 000. Je sais pas, vous imaginez ce que ça représente. Il y a un moyen simple de se faire une idée de ce que c'est. Imaginez que vous ayez passé toute votre vie dans cet amphi. Vous êtes né dans cet amphi, vous avez grandi dans cet amphi, vous n'avez toujours vécu que dans cet amphi. Pour vous, l'univers se limite à cet amphi. Et là, tout à coup, on vous prend, on vous fait sortir, et on vous fait faire le tour de la Terre. Voilà, c'est à peu près ça, un facteur 100 000. Donc la découverte de Hubble rend l'univers plus grand, l'univers connu, en tout cas plus grand d'un facteur 100 000. Alors depuis, évidemment, ces objets, ces galaxies, on arrive à en faire des images bien meilleures que ce que j'ai montré sur ma photo. Donc là, en fait, vous voyez cette même galaxie qu'il y avait sur ma photo, qui en fait est la galaxie d'Andromède, qui est la plus proche, la galaxie qui est la plus proche de nous. Ça a été la première grande découverte de Hubble, mais ça n'a pas été la seule. Quelques années plus tard, il a fait une autre découverte encore plus dingue. Hubble a regardé un peu, donc il a réussi à identifier plusieurs dizaines de galaxies comme ça. Il observe ces galaxies et il se rend compte que toutes ces galaxies s'éloignent de nous. Ce qui est quand même un peu contre-intuitif. Je veux dire que les galaxies bougent, à la limite, pourquoi pas? Je veux dire, on a l'habitude de savoir que les objets astronomiques bougent. Mais que toutes les galaxies s'éloignent de nous, ça paraît bizarre. En fait, Hubble, pour découvrir ça, il voyait pas physiquement les galaxies bouger dans son télescope. Hein. La manière dont il a procédé, c'est qu'il a utilisé quelque chose qui est pas très loin de ce qui se passe avec la sirène des pompiers. Quand vous avez un camion de pompiers qui avance, vous avez certainement déjà remarqué que le son de la sirène se modifie quand le camion se déplace et passe devant vous. En fait, quand le camion vient vers vous, le son est légèrement plus aigu, c'est dû au fait que les ondes sonores qui sont émises par le camion, elles sont un petit peu comprimées, donc leur fréquence augmente, le son paraît plus aigu. Et quand le camion s'éloigne,
les ondes sonores sont légèrement dilatées et donc le son paraît plus grave. Eh bien, Hubble a fait la même chose, mais avec les galaxies. Alors, avec les galaxies, il n'a pas utilisé le son, hein, je vous rappelle, il n'y a pas d'air dans l'espace intergalactique, hein, donc il n'y a pas de son. En fait, il a fait ça avec la lumière. Les galaxies qui s'approchent de nous, à cause du même effet, donc on appelle l'effet Doppler, elles paraissent légèrement plus bleues que ce qu'elles devraient être. Et inversement, les galaxies qui s'éloignent paraissent légèrement plus rouges. Et donc, Hubble regarde quelques dizaines de galaxies, et il constate que presque toutes, elles sont plus rouges que la moyenne, c'est-à-dire qu'elles s'éloignent de nous. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer que, quand on regarde autour de nous, toutes les galaxies semblent s'éloigner? Il y a plusieurs hypothèses qu'on peut faire. Une hypothèse qu'on peut faire, c'est on peut dire, on est au centre de l'univers, et puis toutes les galaxies s'éloignent du centre de l'univers, pour une raison qu'on comprend pas très bien. Alors ça, c'est quand même pas terrible, parce que historiquement, supposer qu'on est au centre de l'univers, c'est une hypothèse qui, scientifiquement parlant, nous a quand même pas trop réussi. Alors il y a une autre hypothèse alternative, c'est de dire que, en fait, ce qui se passe, c'est que l'espace-temps est en train de se dilater, l'univers gonfle, et c'est ça qui fait que les galaxies s'éloignent. C'est un truc qui est un petit peu difficile à visualiser, et les physiciens aiment bien prendre une analogie pour expliquer ça, c'est le cake au raisin. Alors imaginons, vous voulez faire un cake au raisin, vous prenez de la pâte, vous préparez votre pâte, vous mettez des raisins dedans, et puis vous mettez tout ça au four. Au début, avant que la cuisson commence, vous avez vos raisins qui sont dispersés dans la pâte, et puis si vous avez mis suffisamment de levure, au fur et à mesure de la cuisson, le cake va gonfler, et là vous voyez que tous les raisins s'éloignent les uns des autres. Alors s'ils s'éloignent, c'est pas tellement parce qu'ils se sont déplacés dans la pâte, mais c'est simplement le simple fait que la pâte gonfle fait que les raisins s'éloignent les uns des autres. Eh bien c'est le même principe qui explique la manière dont les galaxies s'éloignent les unes des autres du fait de l'expansion de l'univers. En fait, les galaxies sont dans l'espace-temps, et c'est l'espace-temps lui-même qui se dilate. Et c'est ça qui crée l'expansion de l'univers. Alors je sais pas vous, mais moi, à première vue, cette hypothèse-là, elle m'a l'air quand même un peu difficile à avaler. Hein. En tout cas, pas beaucoup plus facile à avaler que l'idée qu'on soit au centre de l'univers. Alors heureusement, pour appuyer cette idée-là, il y a quand même un certain nombre de choses qui vont venir nous aider. La première, c'est que Hubble, je vous ai dit, il avait compris comment mesurer les distances des galaxies. Mais grâce à l'effet Doppler, il savait aussi mesurer leur vitesse. Il n'avait pas simplement remarqué qu'elles s'éloignaient toutes, il savait aussi mesurer leur vitesse. Et si on s'amuse à regarder un diagramme où on regarde toutes les galaxies et qu'on trace leur vitesse et leur distance, voilà ce qu'on obtient. Donc sur ce graphe, vous avez la distance de tout un tas de galaxies et vous avez la vitesse à laquelle elles s'éloignent de nous. Et on a une jolie droite. C'est proportionnel. Alors ce que vous voyez là, en fait, c'est la version moderne du travail de Hubble. C'est quelque chose qu'on a fait bien plus récemment. En fait, Hubble, il avait exploré que des galaxies qui étaient beaucoup plus proches, qui étaient dans ce point-là. Depuis, on a réussi vraiment à faire la même chose avec tout un tas de galaxies. Et on a une belle relation de proportionnalité, ce qui est exactement ce qu'on attendrait si on avait un univers qui se dilatait de manière uniforme. Donc ça, c'est la première raison qui fait que cette idée de dilatation de l'univers, elle est peut-être pas si idiote. On a une deuxième raison, c'est que la découverte de Hubble, elle colle parfaitement avec une théorie qui a été élaborée à peu près à la même époque, sur la base des travaux de ces deux jeunes hommes que vous voyez ici. Donc celui qui est à gauche, vous le connaissez, hein, c'est Einstein. Et donc Einstein, quelques années avant, en 1915, a proposé une nouvelle théorie qu'on appelle la relativité générale, qui est une théorie pour expliquer la force de gravité. Et Einstein explique la force de gravité par les déformations de l'espace-temps. Donc la théorie de la relativité générale, c'est une théorie de la déformation de l'espace-temps. Et le personnage de droite, qui est un prêtre, qui est belge, qui s'appelle Georges Lemaître, prend les équations d'Einstein et fait un truc super ambitieux avec. Il les applique à l'univers tout entier. Et Lemaître tombe sur une équation qui montre que c'est parfaitement normal qu'on soit dans un univers qui soit en expansion. Et donc, on est dans cette situation qui est assez extraordinaire dans l'histoire des sciences, où on a en même temps des résultats expérimentaux qui se développent et une théorie en parallèle, qui se développe en parallèle, et qui collent parfaitement ensemble, et qui nous montrent que, on vit dans un univers en expansion. Alors je ne résiste pas quand même à l'idée de vous montrer l'équation sur laquelle était tombé Lemaître. C'est la seule équation que je vais montrer. Mais dans le fond, elle n'est pas si compliquée. Vous savez, on présente ça comme un truc vachement compliqué et tout. Alors il paraît qu'on ne fait plus les équations différentielles au lycée. Alors pour ceux qui ont fait un peu de maths au-delà du lycée, ceci est une équation différentielle qui est finalement pas si compliquée que ça. C'est une équation différentielle du premier ordre, facile à résoudre. Vous pouvez même, moi, je m'amuse de temps en temps à la résoudre avec Excel. Ça marche très bien. Je ne sais pas si chez Microsoft, ils ont réalisé qu'on pouvait simuler l'expansion de l'univers avec Excel, mais...
Alors, cette équation, elle porte sur quoi? En fait, le truc important dans cette équation, c'est A. Il est là et là. Et cette équation, elle sert à prédire l'évolution de A. A, c'est la taille de l'univers. Donc, c'est une équation qui prédit la taille de l'univers. Le petit point qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est pas vraiment la taille de l'univers, c'est la taille de l'univers rapportée à sa taille actuelle. Alors, on va voir ce que ça veut dire en regardant exactement ce qui se passe quand on essaie de résoudre cette équation. Le graphique que vous avez ici vous montre ça, l'évolution de la taille de l'univers rapportée à sa taille actuelle, l'évolution future par rapport à aujourd'hui. On va démarrer là. La taille de l'univers aujourd'hui, c'est 1. Normal, hein, on compare à la taille actuelle. Et puis on avance dans le futur de plusieurs milliards d'années et on regarde ce que va devenir la taille de l'univers. Par exemple, on voit que dans 6 milliards d'années, on a un peu le temps, hein, l'univers, sa taille sera 1,5, c'est-à-dire qu'il sera 50% plus grand qu'aujourd'hui. Et puis dans 11-12 milliards d'années, 2. L'univers aura doublé de taille par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes les galaxies se seront éloignées d'un facteur 2. Donc ça, c'est ce qui va se passer pour l'avenir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce même type d'équation, on peut aussi s'amuser à regarder ce qu'il y avait dans le passé. Parce qu'on est en train de dire, l'univers, il est en expansion, donc il est de plus en plus gros, mais ça veut dire que dans le passé, il était probablement plus petit que ce qu'il est aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi calculer grâce à cette équation, et en quelque sorte, on peut rembobiner le film de l'histoire de l'univers. Et si on fait ça, voilà la courbe qu'on trouve. Alors cette fois, on va la lire dans l'autre sens. On part d'ici, donc aujourd'hui, la taille de l'univers, c'est 1, et puis on va remonter dans le passé. Donc vous voyez qu'il y a 7 milliards d'années, la taille de l'univers, c'était 0,6, donc il était 40% plus contracté que ce qu'il est aujourd'hui. Et puis on peut continuer à remonter comme ça, hein, il y a 12 milliards d'années, c'était 0,2, donc il faisait 1/5 de sa taille actuelle. Et puis là, il se passe un truc incroyable. Cette courbe, elle arrive à 0. Elle arrive à 0 il y a 8 milliards d'années. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend cette courbe et qu'on la croit, on a envie de penser qu'il y a 13,8 milliards d'années, la taille de l'univers c'était 0. Et puis hop, tout à coup, c'est devenu quelque chose. Alors est-ce que ça veut dire qu'il y a 13,8 milliards d'années, l'univers est né? Ou qu'il a été créé? En fait, non. En fait, c'est pas vraiment ça. La vraie chose, c'est on n'en sait rien. Et je vais essayer de vous convaincre qu'on n'en sait rien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on remonte dans le temps comme ça, plus l'univers est contracté sur lui-même, et donc plus il est dense. Et plus il est dense, plus il est chaud. Et quand on arrive par ici, il est vraiment très très chaud. Alors on a des traces de ça, c'est-à-dire qu'on sait qu'effectivement l'univers a été très très chaud à une époque très très contractée. Une des traces les plus connues, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le rayonnement cosmologique, qui est une espèce d'écho de ce qui s'était passé à l'époque où l'univers était dans les 3000 degrés. Et puis, si on continue à remonter et qu'on remonte, il est de plus en plus chaud. Et là, il y a un petit problème, c'est que plus l'univers devient chaud, plus l'équation qu'on a utilisée pour tracer la courbe rouge, elle devient fausse. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on remonte, on n'est pas encore à 0, et là, on sait que l'équation, elle marche plus. C'est-à-dire que le dernier pas, le dernier coup de crayon qui nous permet de prolonger la courbe vers 0, en fait, on n'a pas le droit de le faire. Si on le fait, c'est qu'on continue à croire l'équation alors qu'on sait que l'équation, elle n'est pas bonne. Et si vous devez retenir qu'une chose de ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est ça. En fait, ce qu'on appelle communément le Big Bang, c'est toute cette histoire du fait que l'univers a été très dense, très chaud. Mais cet instant 0, en fait, dans l'état actuel des connaissances scientifiques, on n'en sait rien. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé autour de cet instant 0. Et donc, on parle d'instant 0 par commodité, mais on ne sait même pas s'il y a eu un instant 0. Si on voulait le savoir, il faudrait trouver par quoi remplacer cette équation, par un truc meilleur qui fonctionne. Et ça, c'est assez compliqué. Aujourd'hui, personne ne sait le faire. Et pour le faire, il faudrait qu'on ait une théorie nouvelle. Et cette théorie, parfois, on l'appelle un peu pompeusement la théorie du tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la théorie du tout? Au début du XXe siècle, il y a eu 2 énormes révolutions conceptuelles en physique fondamentale. La première, dont je vous en ai parlé, c'est la théorie de la relativité générale, celle d'Einstein, qui décrit la force de gravité à travers la courbure de l'espace-temps. Mais en même temps, il y a eu une deuxième révolution, qui est la mécanique quantique. La mécanique quantique, c'est un peu l'opposé de la relativité générale, si vous voulez. La relativité générale, c'est une théorie qui nous sert pour les objets qui sont très gros, très lourds. Les galaxies, les trous noirs, l'univers, tout ça. La mécanique quantique, c'est plutôt une théorie de l'infiniment petit. C'est ce qui nous sert à comprendre comment fonctionnent les atomes, comment fonctionnent les particules, toute la physique des particules qui se fait au CERN, donc vous voyez une petite photo ici, le boson de Higgs, tout ça, c'est la mécanique quantique. Et ces deux théories,
qui sont vraiment des théories fantastiques, confirmées expérimentalement fabuleusement bien, elles sont incompatibles. Alors, à première vue, on a envie de dire, on s'en fout un peu qu'elles soient incompatibles. Hein. Il y en a une, c'est la théorie de l'infiniment grand, et l'autre, c'est la théorie de l'infiniment petit. En général, les trucs infiniment grands, ils ne sont pas en même temps infiniment petits. On pourrait dire, on s'en fiche. Il y a une exception à cette règle, c'est justement ce qui s'est passé dans les premiers instants du Big Bang, le tout début de ma courbe. Là. Pourquoi? Parce qu'on est en train de parler de l'univers, donc c'est quand même, c'est du lourd, quoi. Donc il faut faire de la relativité générale. Mais en même temps, l'univers était tellement chaud, tellement replié sur lui-même, tellement contracté, tellement dense, qu'on sait qu'il faut qu'on prenne en compte les effets de la mécanique quantique. Donc pour comprendre vraiment ce qui s'est passé autour de cet hypothétique instant zéro, il faut qu'on soit capable d'unifier ces deux théories. Et ça, c'est un des très gros problèmes de la physique fondamentale, et aujourd'hui, personne ne sait vraiment le faire. Alors il existe plusieurs théories qui essayent de le faire. La première, c'est la plus connue, s'appelle la théorie des cordes. La théorie des cordes, c'est une théorie qui fait l'hypothèse, entre autres, qu'on vivrait dans un espace à 10 dimensions. Mais bon, comme on ne voit pas 10 dimensions, on suppose qu'il y en a 6 qui sont complètement repliées sur elles-mêmes, avec des figures géométriques assez sympathiques comme celle-ci. Alors, je ne vais pas vous parler de la théorie des cordes ici, mais si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur le sujet il y a quelques temps. Elle est un peu vieille, donc niveau qualité, c'est pas terrible, mais le fond est bien. Alors la théorie des cordes, c'est la plus connue. Il y en a une autre qui est moins connue, qui s'appelle la gravité quantique à boucle. Alors j'ai un petit faible pour cette théorie, parce qu'en fait c'est celle sur laquelle j'ai fait ma thèse. Et c'est une théorie qui décrit un espace-temps qui serait fait comme de petites briques élémentaires qui formeraient une sorte de mousse d'espace-temps, qu'on n'a pas de moins essayé de représenter ici. Alors cette théorie, j'ai pas encore eu l'occasion de faire des vidéos dessus, mais comme je l'ai promis plein de fois et que je l'ai toujours pas fait, je me suis dit que si je m'engageais publiquement à le faire ici, ça allait me mettre un peu la pression et que ça allait me forcer à la faire bientôt. Voilà, merci à tous.